Elle célèbre aujourd'hui ses 50 ans. L'Agence spatiale européenne s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur spatial. Mars Express, Hubble, James Webb, les réussites sont nombreuses, les défis aussi. Pour en parler, 3 invités. Nathalie Tinjot, bonsoir. Vous êtes chargée de relations internationales et chef de projet Histoire à l'ESA et autrice de L'espace à Paris, l'histoire du siège de l'Agence spatiale européenne. Pierre Lyonnais, bonsoir. Bonsoir. Directeur recherche ASD Eurospace depuis 30 ans maintenant. Et enfin, nous sommes en direct avec Michel Tonini. Bienvenue, bonsoir dans 64 minutes. Bienvenue dans 64 minutes, ça ira mieux. Figure de la conquête spatiale, ancien astronaute. Donc bienvenue à vous trois. Donc c'est vraiment la date anniversaire aujourd'hui. Et on va revenir donc à l'origine même de l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire on est en pleine guerre froide. L'Europe, elle veut peser dans cette conquête spatiale, elle veut être indépendante ? Alors, ce qu'il faut vraiment établir en premier lieu, c'est que l'aventure spatiale européenne, elle est d'abord scientifique. Donc, effectivement, dans le contexte de la guerre froide, bon, vous avez le lancement de Spoutnik en 57, la création de la NASA en 58, dès 59, les scientifiques se disent il faut qu'on fasse notre aventure spatiale européenne, mais ce sont les scientifiques du CERN. Donc, ils se sont dit ce qu'on a fait dans le nucléaire, il faut qu'on le fasse dans l'espace à des fins purement pacifique et scientifique. Et donc, on a commencé avec une organisation qui s'appelait l'ESRO dans les années 60, et puis une organisation pour les lanceurs, parce que c'est de la technologie missile, donc les scientifiques ne voulaient pas trop s'en mêler. Et en 75, on réunit les deux, parce que ça marchait plus ou moins bien, c'était compliqué. Donc, pour simplifier cet effort spatial, on réunit les deux et en 75 naît l'Agence spatiale européenne et c'est la meilleure décision que les politiques ont pu prendre. Voilà, 50 ans déjà. Alors Michel Tonini, vous avez fait des vols spatiaux avec les Russes, avec les Américains. Et le fait d'être un astronaute européen, français, c'était un plus. Comment ça se vivait à l'époque ? Alors moi, j'ai été recruté comme astronaute en 1985, donc 10 ans après la création de l'ESA, pour le programme Hermes. Il y avait 3 programmes importants. Hermes, qui était une navette spatiale lancée par Ariane 5. Ensuite, il y avait Columbus, qui était une station spatiale européenne, et le MTFF, qui était un module visitable. Ce programme a été commencé en 85. Il a monté jusqu'en 92. Il a été arrêté en 92. Et pendant ce temps-là, j'ai fait un vol avec les Russes en 92 sur Soyouz et Mir, et après j'ai fait un vol sur la navette spatiale Columbia en 1999 que vous voyez dans les photos ici. Oui, mais alors justement, le fait d'être, vous m'avez pas répondu à ma question, c'est-à-dire le fait d'arriver de l'ESA justement, est-ce que donc de représenter une autre agence spatiale, est-ce que ça a changé la donne ? Pour la coopération avec les Russes, par exemple, le fait d'être français était quand même un avantage, le fait d'être européen était un avantage, puisqu'il faut savoir que la France était par exemple le premier pays occidental invité par l'URSS pour faire un vol conjoint dans l'espace. Et on voit que la Station spatiale internationale reste encore préservée des tensions géopolitiques, mais on y reviendra. Alors Pierre Lyonnais, vous, c'est plutôt le défi financier. Vous êtes un peu l'économiste de ce plateau. On va regarder les chiffres parce que je me suis intéressée. Alors je me suis intéressée aux chiffres maintenant. Vous allez me dire comment ça a évolué. Pour 2025, le budget de l'ESA est d'environ 7,7 milliards d'euros. La NASA, donc les Américains, pour cette année 2025, c'est un budget de 25,38 milliards de dollars. Et là, je me demande comment on fait pour être compétitifs, nous, Européens. Alors, ce sont des chiffres très impressionnants. La différence est très très forte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des agences spatiales qui promeuvent un programme qui est très intense. La NASA et l'ESA n'ont pas les mêmes objectifs. Le gros de la dépense de la NASA va quand même sur le financement de ce qu'ils appellent les programmes d'exploration, avec énormément de budget qui financent des très très gros lanceurs et qui financent le vol habité. L'ESA n'a pas les mêmes ambitions. L'ESA est un partenaire de la NASA sur ce genre de mission. On le retrouve sur la Station spatiale internationale. Donc la comparaison, qui peut être très impressionnante, n'est pas forcément à l'avantage de l'ESA. Mais quand on regarde le périmètre comparable, donc les missions scientifiques que fait la NASA et celles que fait l'ESA, et qu'on sort donc cette énorme masse de financement qui va sur le vol habité et l'exploration, la NASA s'en sort quand même très très bien. Après, il y a la dimension militaire. Et celle-là, elle est à côté du budget de la NASA. C'est peut-être 2 fois le budget de la NASA. Et là, on oublie de parler souvent de la Chine, qui investit autant que les Américains sur les programmes. Et il y a l'Inde maintenant aussi qui... Alors c'est un autre ordre de grandeur. Oui, l'Inde est là, mais c'est un autre ordre de grandeur. Quand on regarde les réalisations des Chinois
dans une moindre mesure des Russes et des Américains, on est quand même sur un ordre de grandeur supérieur à celui de l'Europe, du Japon et de la Chine. Il y a donc 2 niveaux quand même d'investissement spatial au monde. Et donc Nathalie Tinjot, ce qui fait la différence de l'ESA, vous nous l'avez dit, c'est ce côté extrêmement scientifique. On peut parler par exemple de la mission Rosetta, première sonde à être placée en orbite autour d'une comète. Donc là, c'est un défi technique, scientifique, et c'est là que l'ESA peut faire la différence ? Oui, absolument. Alors, on a une communauté scientifique en dehors de l'ESA et à l'ESA qui est assez remarquable. On a aussi, pour réussir ce genre de mission, il faut aussi s'appuyer sur des technologies. Donc, on développe beaucoup de technologies à l'ESA, notamment dans notre établissement qui s'appelle l'ESTEC, qui est en Hollande. Donc, tout ça converge finalement pour rendre possible une mission. Mais effectivement, Rosetta, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais Rosetta et l'atterrissage de Philae sur la comète, c'était quand même un très grand moment. Et je me souviens, les Américains, le directeur de la science de la NASA a dit « they did it ». Il était, voilà, et ça a produit un enthousiasme mondial. Mais on a eu un certain nombre de missions comme ça qui étaient des premières mondiales. Si on parle d'Huygens, par exemple, on est allé le plus loin, personne n'est allé aussi loin avec une sonde que l'ESA. Donc on n'a pas à rougir de notre programme. Effectivement, donc c'est pour ça que vous célébrez cet anniversaire, mais c'est vrai qu'on sent que les règles du jeu changent. Michel Tonini, je voulais vous faire réagir à cette image qu'on a tous vue, c'est-à-dire la star de la pop américaine, Katy Perry, qui s'envole pour voir l'espace. Alors là, c'était 11 minutes dans l'espace, 150 000 $ au minimum. Hein, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. 55 millions de $ pour 3 hommes d'affaires qui sont restés donc, sur la station, dans la station spatiale internationale. Comment vous voyez cette évolution ? Alors c'est vrai que pour nous qui sommes des astronautes professionnels, on est un petit peu jaloux parce que nous, on doit faire des entraînements très très longs qui durent des années pour faire un vol qui va durer 1 semaine ou 15 jours, alors que pour ces touristes qui payent, eh bien, ils vont faire l'entraînement réduit. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu injuste, mais d'un autre côté, c'est le cours des choses. On peut pas l'empêcher. C'est la même chose pour les avions. Il y a un siècle, l'avion était réservé à des privilégiés. Aujourd'hui, l'avion est vraiment accessible à tout le monde. Eh bien, l'espace, je pense qu'un jour, sera accessible aussi à tout le monde. Voilà, l'espace accessible à tout le monde. En tout cas, on voit que ça se privatise avec SpaceX, Blue Origin. Il y a eu l'échec de cette fusée géante de SpaceX cette semaine. Est-ce que ça vous inquiète ? On va voir les chiffres là aussi. 120 lancements Falcon 9, Falcon Heavy, 25 vols d'essai Starship, 145 donc, lancements prévus sur l'année. Là aussi, comment on fait pour être compétitif quand on voit ces acteurs privés ? C'est un vrai problème économique aujourd'hui. La massification de l'activité de lancement permet d'obtenir des économies d'échelle. Donc le fait d'avoir une augmentation significative de la capacité de lancement, c'est ce que fait aujourd'hui SpaceX avec sa fusée partiellement réutilisable. Il espère encore améliorer ça avec le Starship qui sera complètement réutilisable. Permet normalement d'ouvrir ce qu'on appelle des business models qui ne seraient pas accessibles si on n'avait pas un si grand nombre de lancements qui permettent d'abaisser le coût de lancement et donc de valider économiquement des modèles économiques. Donc aujourd'hui, le modèle principal, c'est celui qu'on appelle les méga constellations pour offrir de la connectivité Internet partout dans le monde. C'est celui que SpaceX a réussi à réaliser contre toute attente, parce que ceux qui avaient essayé avant lui, y compris Microsoft, au milieu des années 90, c'était complètement vautré. Donc c'est une vraie nouveauté. Après, il ne faut pas oublier que si le coût unitaire de ces activités baisse, le coût global reste très important. Une constellation comme Starlink, ça coûte 10, 12, 14 milliards à développer. C'est pas toujours à la portée de tout le monde. Et c'est pas forcément évident de réussir en Europe avec des marchés plus étroits, avec des investissements plus faibles, d'avoir le même genre de dynamique économique et de faire fonctionner ce genre de modèle. Et alors, est-ce qu'on y arrive avec Galileo, par exemple ? Parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes avec les États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'ils pourraient nous couper le GPS, par exemple, qui est quand même le système mondial ? L'Europe à Galileo, est-ce que c'était les mêmes ordres de prix ? Est-ce que ça nous garantit aux Européens l'indépendance ? Nathalie Tinjot. Alors, ça nous a garanti une forme d'indépendance. Bon, on connaît le contexte dans lequel Galileo est né. Effectivement, une mésentente, disons, sur des objectifs pendant un conflit.
qui a fait... Alors, on parle souvent de wake-up call. On en a plusieurs comme ça dans l'espace, où il se passe quelque chose, on se dit, oulala, il faut absolument qu'on soit indépendant sur ce segment. Donc, on l'a fait, grâce aussi aux investissements de l'Union européenne dans ce programme. Maintenant, on prépare la nouvelle génération, parce que pour rester indépendant, il faut préparer les nouvelles générations. Aujourd'hui, c'est un excellent système. Et on prépare effectivement un programme pour avoir une deuxième génération. Et on espère que les États vont investir dans nos programmes à la ministérielle, comme le proposera le directeur général, pour effectivement, sur tous les segments du portefeuille de l'ESA, avoir des investissements qui permettent soit une nouvelle génération de programmes, soit des nouveaux programmes. On parle du New Space français. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur la stratégie spatiale française dans le cadre du salon du Bourget. Ce sera à partir du 16 juin. Vous, qu'est-ce que vous en attendez? C'est un moment important. Vous pensez que ça va évoluer comment? Il va falloir travailler avec de plus en plus de secteurs privés. On a toujours eu de nouvelles entreprises qui sont arrivées sur les marchés quand ceux-là sont intéressants. Aujourd'hui, le modèle du New Space, pas seulement français, il est quand même encore très en danger puisque les acteurs du New Space n'ont pas de produits à offrir sur le marché qui sont matures ou encore très très peu. Donc c'est un potentiel. Encore une fois, on attend de voir. Aujourd'hui, le niveau de financement qui est accessible à ces entreprises est encore insuffisant pour leur permettre de vraiment développer des produits matures. Donc, est-ce que le capital privé sera là? Est-ce qu'avec un programme comme France 2030, c'est la puissance publique qui va prendre le relais? Après, c'est beaucoup une question de politique. On choisit, soit on pense que c'est plutôt l'action publique qui doit faire ce boulot, soit on pense que c'est plutôt l'action privée. On parlait de SpaceX tout à l'heure. SpaceX, c'est des satellites pour une activité privée. Galileo, ce sont des satellites de souveraineté financée par la puissance publique. Donc le New Space, il est un peu entre les deux aujourd'hui. D'accord, donc à suivre. Michel Tonini, comment vous analysez ce qui se passe? Vous nous avez dit, la démocratisation de l'espace, oui, ça doit se faire. Est-ce que vous avez peur que ça devienne de plus en plus militarisé? Quel regard vous portez? Alors les actions militaires, comme elles sont réduites, dans les vols que vous avez aujourd'hui, quand on regarde les 120 vols par an de SpaceX, c'est pour y mettre principalement la constellation de Starlink qui fait Internet dans le monde entier. Et il fait 2 vols habités dans l'année. Donc il y a quand même très très peu de vols militaires. Nous, dans les vols militaires, on les fait par des vols que nous faisons en Europe avec Ariane 6. Oui, Ariane 6 qui est aussi très porteur. Ça, c'est vraiment un très beau projet de l'Agence spatiale européenne. C'est l'avenir? Oui, alors il faut savoir qu'on a eu, en attendant qu'Ariane 6 soit prête, on a eu une petite interruption d'accès autonome à l'espace et ça a fait réaliser à tout le monde la nécessité de bénéficier de cet accès indépendant à l'espace à l'Europe. Ça nous a permis de faire tout ce qu'on voulait faire, en fait, c'est-à-dire notamment le commercial, parce que si on était dépendant de nos concurrents sur, par exemple, les télécoms, qui est un milieu très commercial, si on était dépendant de nos concurrents, ils pourraient décider de ne pas lancer certains de nos satellites. C'est déjà arrivé avec le programme Symphonie. Donc là aussi, c'est encore retrouver son indépendance. Voilà, il est important de conserver cette indépendance. Après, on a toujours 2 lanceurs d'avance dans les cartons. C'est-à-dire au moment où on lance Ariane 6, on est déjà dans la prochaine génération et on travaille aujourd'hui à Ariane Next, qui sera la prochaine génération de lanceurs, et aussi au réutilisable, puisque c'est dans l'air du temps et on peut effectivement, si on a des grandes constellations à venir comme Iris-Carré, on aura besoin d'une cadence de lancement améliorée et le réutilisable aide à la cadence de lancement. Merci à vous 3 d'être venus sur ce plateau de 64 minutes, d'avoir célébré ensemble cet anniversaire 50 ans pour l'Agence spatiale européenne. Merci à vous.